Bonjour à tous et félicitations. Si vous êtes en vie, un nouveau journal de vlog, je commence directement par les choses vues récemment. Bastion 36, c'était quelque chose. On m'avait prévenu de ne pas le regarder. Vous avez été plusieurs à me faire des petits mots en me disant Alex, sauve-toi un peu de temps de vie et évite ce truc. Mais Olivier Marchal, voilà, donc j'ai tellement aimé certains de ses films qui commencent à dater, on me répondra et c'est pas faux. Que j'ai quand même voulu le tenter. Je me suis dit non mais moi je suis bon public pour les trucs comme ça, voilà. Mon Dieu quelle merde. À mi-chemin, je me suis demandé si je regardais le nouveau film d'Olivier Marchal ou le pilote d'une nouvelle série qui serait genre de version au masculin de Julie Lescaut, genre peut-être Julien Lescaut, un truc comme ça. Victor Belmondo. Le talent n'est pas héréditaire. Le charisme non plus, visiblement. Je ne l'avais jamais vu ailleurs et on va pas se mentir, ça m'a pas forcément donné hyper envie d'approfondir. Je l'ai trouvé malaisant de nullité dans son jeu. Mais ce n'est pas le seul fautif, hein, rien ne va. Mais même alors la réal, mais que s'est-il passé, Monsieur Marshall? Voilà, c'était à chier, mais purée, vous aviez bien raison. Voilà, interminable. Et des scènes où vraiment t'es perplexe, tellement c'est nul, c'est mal écrit, c'est très mal joué, tu t'en bats la race quoi de ce qui se passe. C'est vraiment la scène avec la prostituée, ça m'a rappelé, c'était quoi, David Lansky, je sais plus quoi, la série policière avec Johnny. Ignoble. Qu'ai-je regardé d'autre? J'ai tenté Hurt Eyes, je ne sais plus comment c'est traduit en français, je crois que c'est le tueur aux yeux en cœur, ou les yeux en cœur, enfin un truc ridicule, comme le film. Et voilà. Ah, donc slasher, qui se prend pas trop au sérieux, donc je le sentais très mal. Hein. Vous savez que moi, les films d'horreur qui font rire, j'en peux plus, mais vraiment j'en ai marre, quoi. Ça commence vraiment à me gaver. Je pressentais que ce serait un truc comme ça, mais pas à ce point-là. Donc je l'ai stoppé, je crois, au bout d'une demi-heure, comme tenait une demi-heure. Hein. Et dès les 10 premières minutes, c'est que des gags. Mais vraiment, c'est des vannes pour te faire rire, quoi. C'est de la merde, enfin c'est de la merde. Il a de bons retours, hein. Mais les bons retours, c'est qu'est-ce que c'est fun, vous allez hurler de rire et tout. Moi, si je veux hurler de rire, je regarde une putain de comédie, mec, pas un slasher. Genre, voilà. Il est pas content. Hein. Ah, il est pas content. Alors, je vais enchaîner avec le documentaire sur Charles Manson, Chaos, enfin Chaos, du coup, sorti sur Netflix. J'ai trouvé ce docu totalement nul à chier. D'abord, voilà, comme quoi je n'aime pas aveuglément tout ce qui sort sur Netflix en matière de docu. Quand j'ai vu déjà que c'était en un seul volume d'1h30, je me suis dit, comment est-ce possible de faire quelque chose de réellement bien en si peu de temps? Et quand j'ai compris que ça allait perdre du temps, mais alors énormément, hein, sur des trucs, au niveau intervenant, c'est assez discutable. Un mec qui se permet de remettre en doute, mais sans vraiment expliquer le travail de Bugliosi, donc pour ceux qui ne l'auraient pas lu, un truc assez monumental et qui effectivement peut prêter à discussion, mais là c'est pas comment dire, c'est pas vraiment développé, c'est juste ta gueule, c'est moi qui ai raison. Donc voilà, c'est pas bien, c'est vraiment pas bien. Et même les extraits de moi je me suis dit, il y a certaines prises de parole de Manson qui sont très révélatrices et très intéressantes, et c'est pas ça qu'ils ont choisi. Voilà. Donc même les extraits, tout ça, c'est nul. Immense déception du coup, hein, forcément. Aucun intérêt, mais aucun intérêt. Voilà. Qu'ai-je vu d'autre? J'ai vu Le Choix avec Vincent Lindon, film français donc, que j'ai énormément aimé. L'histoire d'un type qui, dans la même nuit, va tout en conduisant. Donc en fait, le film, c'est un trajet en voiture et on en sort pas. Donc c'est presque XP quoi. Ce mec va donc faire faux bond à son job, pas spoiler quoi que ce soit, et rejoindre une femme qui n'est pas son épouse. On va très vite comprendre hein, pourquoi il fait ça, qu'est-ce que ça provoque. Et voilà, très, très tendu. J'ai énormément aimé à la fois la réal, la photo magnifique et tout, et la performance de Vincent Lindon est
extraordinaire. Donc j'étais totalement conquis. Sauf que j'ai réalisé le lendemain que c'était le remake d'un film que j'avais raté, figurez-vous, intitulé Locke, sorti en 2014 avec Tom Hardy. Du coup, je me suis dit, il faut que je le voie pour comparer, quoi. Et là, c'était un peu la douche froide parce que je me suis rendu compte que le choix, c'est pas juste un remake, c'est un pur duplicata. C'est-à-dire que il n'y a mais aucun changement par rapport au film original, y compris vraiment dans les répliques. Il n'y a même pas une virgule de changer, c'est abusé, quoi. Donc ce que j'avais adoré dans le film, rien ne revient au réal ou enfin à une initiative d'interprétation, etc. Et c'est vrai que les remakes, c'est vraiment le truc casse-gueule parce que finalement, quand tu t'éloignes de l'œuvre originale, les gens sont pas contents parce qu'ils disent ouais, il a trahi ça, etc. Et quand tu es trop fidèle, on a tendance à se dire, à juste titre, pourquoi faire? Donc là, on est complètement dans le pourquoi faire. Voilà. Donc je suis un peu sceptique parce que je n'ai pas du tout apprécié le film avec Tom Hardy, donc l'original en fait, que j'ai trouvé ultra yanche. J'ai aussi un souci d'acting, quoi. Tom Hardy, j'ai jamais aimé ce mec, j'ai jamais compris la hype qu'il y a autour de cet acteur. Je le trouve pas charismatique, je trouve pas particulièrement bon. Enfin, il est ni bon ni mauvais, je sais pas comment dire. C'est scolaire, quoi, je sais pas. Il ne dégage rien pour moi. Donc voilà. Alors sur un film comme ça qui est censé qui doit te bouleverser juste par le jeu d'un acteur, finalement, qui est enfermé dans sa bagnole pendant 1h30, c'est compliqué. Enfin, pour moi, c'est compliqué, ça n'a pas du tout fonctionné. Je préviens que c'est juste mon ressenti, puisque j'ai vu que le film avec Hardy, Locke, a été ultra encensé à sa sortie à l'époque. J'étais complètement passé à côté, cinéphile de merde. Donc c'est moi qui ai pas aimé, mais clairement tout le monde a crié au chef-d'œuvre. Et je trouve que la démarche de faire 10 ans plus tard un remake à la française, mais en réalité c'est même pas la française, enfin, il n'y a aucune différence. C'est chaud, quoi. C'est vraiment très discutable, même si je préfère le remake, du coup. Mais je préfère le remake parce que le jeu de Vincent Lindon est vraiment bouleversant, et je trouve que c'est plus envoûtant, enveloppant dans la réal, quoi. Je trouve que la réal est supérieure, quoi, à celle du film original. Mais voilà, enfin, du coup, bon, je m'étais dit je vais en faire les louanges dans ma vidéo, et au final, tout ce que j'ai adoré, oui, c'est une amélioration d'un truc qui a déjà été, enfin, donc, qui a été fait il y a 10 ans. Est-ce que ça mérite du coup vraiment des éloges? Je ne pense pas. Il y a tellement, une fois de plus, aucune démarche artistique de création dans ce remake. Voilà, c'est chaud. Bref, que des coups de cœur, décidément. Je vais quand même terminer avec un vrai coup de cœur. Il s'agit du film Black Dog, dont on parle pas mal finalement pour une petite sortie, je veux dire. Un film de 2023, il me semble, que j'ai vu ça, qui avait obtenu le prix Un Certain Regard au dernier festival de Cannes, qui m'a vraiment énormément plu. Même si j'ai trouvé quelques longueurs, mais elles sont justifiées en réalité. Donc on va suivre un type qui sort de prison, qui a été relâché, qui retourne dans sa ville, qui est complètement défiguré, à moitié abandonné. Voilà, je vous dis pas pourquoi, on l'annonce dès le début du film. Et infesté de chiens errants. On est, je crois, au bord du désert de Gobi. C'est magnifique visuellement. La réal est somptueuse. L'acteur qui joue, j'ai oublié son nom, mais il est impeccable. On est dans le mutisme, voilà, il interprète un personnage qui ne parle pas, qui a énormément de mal à créer un lien avec les autres. On a l'impression même qu'il est désintéressé du monde qui l'entoure. Il va se voir proposer un job qui est de capturer en fait voilà, ces chiens errants, puisque par rapport à un projet voilà, de Jeux Olympiques, tout ça, la ville doit se rendre moins repoussante. Et donc il faut commencer déjà par nettoyer les rues de tous ces clébards qui ont été en réalité donc abandonnés par leur maître. Il va donc se nouer d'amitié, mais c'est pas si simple, avec un lévrier noir qui est recherché tout particulièrement
pour son agressivité, voilà, des attaques qu'il aurait commis, potentiellement une maladie qu'il pourrait transmettre, etc. Et qui surtout est, c'est un lévrier, donc extrêmement rapide et extrêmement dur à choper. Et le hasard va faire que voilà, il va se retrouver sur le chemin de ce chien, et là commence une relation vraiment magnifique, très intelligemment développée. On n'est pas du tout évidemment dans les trucs faciles. Gros coup de cœur, mais je crois, enfin le peu que j'ai vu, tout le monde est touché par ce film et c'est totalement normal. Voilà. Donc ce sera mon unique coup de cœur de ce JDV. Mais vraiment oui, ça mérite amplement d'être vu, grosse reco. Et je vais enchaîner avec les questions sélectionnées. J'aimerais beaucoup avoir ton avis sur les Oscars, car j'imagine que les Césars, tu t'en fiches pas mal. Alors les Oscars, je m'en fiche pas mal également, surtout depuis que les nouvelles politiques ont été appliquées. Enfin, pour moi, c'est un... néanmoins, j'ai vu passer les résultats. Hein. Moi, je vais pas me taper la cérémonie, ça c'est sûr que non. Mais le lendemain, oui, tu peux pas échapper aux prix qui ont été reçus. Anorak, déjà, si vous avez vu ma vidéo où j'en parle, pour moi c'est vraiment un des très gros coups de cœur de l'année. Donc je suis très heureux des prix qu'a reçu ce film, notamment pour l'actrice, que je trouve extraordinaire dans le film. Voilà, les gens qui sont pas contents parce que Mia Perez, je sais pas quoi, moi j'ai tellement adoré que j'ai arrêté au bout de 10 minutes. Bon, je peux pas comparer. Mais je sais que voilà. Du coup, j'étais pas contrarié. Ensuite, pour The Substance, d'un côté, j'aime tellement Demi Moore, je suis un peu triste pour elle, mais de l'autre, au niveau des performances, le film est génial, la performance de Demi Moore est excellente, mais pour moi, c'est pas au niveau de la meuf d'Anora, quoi. Donc voilà. Mais c'est lié au film en lui-même, hein. C'est pas la faute de Demi Moore. Donc bref, j'ai pas eu de, enfin je me suis pas dit ouais c'est scandaleux, etc. Immense joie de voir Flo récompensé. Voilà, si vous avez vu pareil mes vidéos précédentes, vous savez que c'est un de mes plus gros coups de cœur de l'année passée. Je l'avais mis dans mon top d'ailleurs. Donc bref, hein, finalement plutôt heureux. Je suis obligé de te demander ce que tu penses du look du nouveau Papa Emeritus, sachant que tu n'aimais pas trop celui des derniers. Ton avis sur le nouveau single sorti? Moi j'adorais le look des 3 premiers, donc quand même. En fait il n'y a que Copia qui m'a vraiment énormément déçu et déplu. Parce que bon, déçu ok, mais déplu. Copia, puis sa fusion en Papa Emeritus 4. Non, ouais, c'est vrai que je n'étais pas fan, je n'étais pas sensible, puisque il marquait le virage assez brutal hein, dans la carrière de Ghost vers la gaudriole, le papa rigolo, sorti de Bunny Hill, quoi. Alors, quand t'as été fan de Ghost avec le premier, qui était carrément flippant et pas du tout marrant, le deuxième qui était carrément... Enfin, qui avait carrément quelque chose de menaçant et qui pareil voilà ne faisait jamais la moindre blague, bah t'es nostalgique, enfin nostalgique, moi je suis carrément nostalgique, hein. J'ai toujours dit du Ghost qui était sérieux en fait. Alors je peux parler que du look puisque on l'a pas entendu, le papa 5 là, enfin ils disent papa vie Perpetua, alors Perpetua, donc je pense que dans la tête de Tobias Forge, il y a éventuellement l'idée de ne plus en changer. On verra, hein, c'est pas, rien n'est sûr, mais j'ai l'impression qu'on va se le coltiner un petit moment en tout cas. Visuellement, c'est très beau et vraiment j'aime beaucoup le masque, enfin le demi-masque métallique, etc. On le voit pour l'instant que dans sa robe, donc sachant ce que Tobias Forge a toujours répété, c'est-à-dire que sur les concerts, maintenant, il veut être en pantalon, pouvoir sautiller partout et se déplacer et plus être figé comme il était obligé de le faire avec les premiers papas, par exemple. Il est clair qu'on va... Enfin, que ce look-là, c'est le look assez limité du nouveau papa et que son vrai look qu'on va avoir en tournée, etc., ça va être une autre tenue où il n'aura pas son grand chapeau, pas la robe. Donc, à voir quelle sera cette tenue-là. Sinon, je le trouve très beau. Franchement, il est cool. Je le préfère, oui, je le préfère... parce que en tout cas visuellement il ne fait pas rire et ça c'est un soulagement. Je pense qu'il y aura de l'humour toujours, mais peut-être moins. Et, normalement vu que c'est une autre personnalité, on devrait en avoir moins, et donc c'est une très bonne nouvelle pour moi.
Ensuite, le nouveau single, la chanson, au tout début, quand je l'ai découverte à travers le clip. Et le clip m'a énormément déçu. Parce que le clip, c'est que de la vanne. Du coup, je suis en train de réaliser pendant que je dis ça que c'est pas gagné que, que ce soit moins la fête aux blagues carambar sur la prochaine tournée, parce que ou les prochains clips, parce que là c'est vraiment beaucoup de blagounettes dans ce clip où on voit pas du tout papa chanter. Et moi j'ai trouvé le clip donc nul. Ça m'a carrément ultra déplu, cheap en plus, enfin pas cheap, mais je veux dire que ça coûtait rien quoi. Enfin on est à des années-lumière de la démarche qui était faite par exemple pour l'album Préquel, où t'avais le clip de Rats qui était une tuerie de dingue visuellement, qui a coûté une fortune, mais où t'avais une idée par plan quoi. Là ça n'a rien coûté, et il y a une idée pour tout le clip. Donc voilà, j'étais très déçu, et en fait j'étais tellement déçu par le clip que ça m'a pété ma découverte de la chanson que j'ai trouvé moyenne du coup. Puis je l'ai réécouté peinard en bossant sans regarder le clip. Et là, je me suis pris une énorme baffe. Donc la chanson, voilà, Satanized, je la trouve excellente, quoi. Mais voilà, le clip ignoble. Donc j'attends la suite, parce qu'il y a marqué To Be Continued, donc je pense que ça va se poursuivre assez rapidement avec le deuxième single. Et que sur le deuxième single, là par contre, j'ose espérer qu'on verra le nouveau Papa Perpetua chanter. Enfin, on le verra à l'écran vraiment. Là, on le voit donc un quart de seconde à toute fin. En tout cas, musicalement, je suis assez confiant. J'ai jamais été déçu par aucun album de Ghost. Je pense pas que ça va être le cas avec le nouveau qui arrive. D'ailleurs, on est quand même assez gâtés parce que, enfin moi en tout cas, je me permets de me réjouir parce que c'est vraiment pas fréquent que j'ai des années comme ça. Mais là, entre le nouveau Ghost, le nouveau Billy Idol qui arrive, il y a encore, je crois, un ou l'autre truc que j'attends et qui va arriver. Donc, enfin, c'est assez cool. Que penses-tu de Takeshi Kitano et quels sont pardon tes films préférés? C'est un réal que j'aime bien. J'aime pas tous ses films, mais ceux que j'aime, je les aime beaucoup. J'aime par exemple Outrage. Enfin, c'est pas très original. Alors, j'ai conscience que c'est pas ceux qui sont cités comme ses meilleurs. Hein, voilà. Mais qu'importe, hein, aucune fierté. Outrage, Dolls, j'ai beaucoup aimé. Et ça remonte vachement, mais Violent Cop, quoi, c'est quand même, c'est celui à travers lequel on a été nombreux à le découvrir. Je crois que c'est 89, un truc comme ça, et que j'aime vachement, quoi. Donc immense réal quand même. Après, ouais, il y en a d'autres que je vais pas citer, mais que j'ai quand même apprécié, quoi. À part ceux de Michael Jackson, peux-tu me citer 3 vidéoclips qui t'ont marqué? Waouh, mais il y en a tellement des vidéoclips qui m'ont marqué, surtout quand j'étais jeune, évidemment. Si je suis honnête, le clip de Zig Sputnik, Love Missile F111, voilà, je peux pas, c'est dur d'expliquer pourquoi, mais l'imagerie, c'est tellement percutant, enfin moi ça m'a tellement marqué, ce clip-là, je le regardais, mais tous les jours, donc enregistré dans Les Enfants du Rock, avec ma VHS toute pourrite, et voilà, je revenais de l'école, enfin du bahut, je me refoutais les clips en boucle, en regardant, oh, c'était tellement admiratif. Sinon, des clips qui m'ont marqué dans un style extrêmement différent, le clip de Depeche Mode, Never Let Me Down Again, je trouve somptueux, bouleversant, les Dave Gahan, il est parfait. Il y avait Stripped aussi qui m'avait vachement marqué dans la décharge. Voilà, que dire d'autre dans un style beaucoup plus, faussement léger, il y a le clip de Cure, Why Can't I Be You, que j'aime beaucoup, et où vraiment la mise en image est tellement réussie, cette espèce de joie désinvolte qui est chelou, et voilà, qui est clairement pas saine, et qui est tellement bien interprétée par Robert Smith dans ce clip, je trouve, enfin par tous, mais lui il est vraiment possédé, voilà, un clip qui m'avait vachement marqué aussi. Il y en a tellement. Voilà, dans le hard, il y a Motley Crue aussi avec Wild Side. Là, en plus, c'est sur un clip live. Mais pareil, chaque plan de ce clip, je le connais par cœur. Nicky Six qui roule le long de la scène avec sa guitare. Le solo de Tommy Lee dans les airs. Le fait que la batterie qui tourne sur elle-même. C'est tellement dingue. Les deux choristes qui sont lookés, c'est de la folie. Enfin, voilà, mais il y en a vraiment beaucoup. J'en ai cité 3-4, mais il y en a plein d'autres. Hein. Après, c'est pas des clips, il y a des gens qui diraient, qui citeraient des clips qui sont connus pour être marquants, Sledgehammer de Peter Gabriel, des trucs comme ça, tu vois.
C'est des clips fabuleux. Enfin, celui-là, je me souviens quand il passait à la télé, je le regardais. Waouh, c'était génial. Mais j'étais pas fan de Peter Gabriel, tout ça. Donc il y a des clips que j'adore, enfin que j'ai adoré, mais c'est pas d'artistes dont j'étais fan. Connais-tu l'album Surfing with the Alien, le meilleur album pour moi de Joe Satriani? Ouais, oui, je le connais tout à fait. Bon, parce qu'il est vraiment sorti en plus à la période où j'écoutais énormément tout ce qui touchait au heavy metal. Par contre, je suis pas fan des albums de guitaristes. Tu vois, je crois que j'en parlais quand je parlais de Yngwie Malmsteen, ou même Steve Vai, comme ça, les guitares héros, quoi. Les albums très démonstratifs, c'est pas ma came du tout, donc moi j'ai jamais accroché à Joe Satriani, même si c'est un immense guitariste, c'est sûr. Après, je réalise qu'il y a quand même quelques exceptions. J'avais parlé à son décès, il me semble, de Jeff Beck, et j'adore. Enfin, l'album Flash, c'est mon préféré. C'est vraiment pas le cas des fans de Jeff Beck en règle générale, mais c'est cet album de ouf. Bref. Connais-tu ce groupe britannique des années 80 mélangeant rock, heavy metal et glam? Le groupe avait eu du succès grâce au titre Prime Mover. Bien évidemment, Zodiac Mind Warp and the Love Reaction. Et j'étais ultra fan. Le premier album, c'est une tuerie intergalactique. Chaque chanson est géniale, il n'y a pas une merde dessus. J'aime aussi beaucoup le deuxième, qui a une pochette immonde là, voilà. Mais sur celui-ci, sur le deuxième, il y a des chansons que j'aime pas. Voilà, ça commence. Mais le premier, si vous connaissez pas et que vous aimez ce genre de musique, vous pouvez foncer de ouf. C'est un peu Rob Zombie avant Rob Zombie d'ailleurs. Hein. Il y a beaucoup de gens qui disent que Rob Zombie s'est inspiré du ton de The Dark Mind Warp pour sa carrière solo surtout. Ouais, donc j'adore. Vraiment, j'adore. Je voulais savoir qu'est-ce que tu penses du groupe Dead or Alive. Tu as déjà dû en parler dans un autre JDV, pardon, mais je n'ai pas la force de tout voir et je te comprends. Passer les 70 JDV, je vais plus dire en fait, eh ben regarde dans mes anciens JDV, il y en a un où pendant 5 minutes je parle je réponds à ta question. Voilà, il va falloir que je me fasse à l'idée de répéter éventuellement des réponses de temps en temps, me semble assez normal. Dead or Alive, oui, j'en ai parlé il y a un petit moment, parce qu'on m'avait posé la question. J'aimais bien, à l'époque, je veux dire, j'étais pas ultra fan, hein, j'avais pas forcément d'album, quand j'étais ado, je veux dire, mais j'aimais bien la voix de Pete Burns, je trouvais qu'il avait une voix qui était tellement éloignée de son physique. Alors c'était bien avant les opérations catastrophiques, hein, évidemment. Cette voix grave, très chaude, enfin c'était assez étonnant. Et il y avait quand même des compos que j'adorais, hein. Bon, alors You Spin Me Round, évidemment. Mais il y en avait d'autres que j'aimais beaucoup, et pourtant voilà, j'avais pas la disco ni rien. Je l'ai eu plus tard, dans les années début 90, peut-être, non, milieu 90, je sais plus, où en fait j'ai été amené à rencontrer Pete Burns et à passer une semaine avec lui et sa femme, qui ne le quittait jamais, qui était un peu son agent, on pourrait dire d'ailleurs aussi. Voilà, il était venu à Paris et moi j'étais en contact avec, j'avais pour ami une personne qui était chargée de s'occuper de lui et avait organisé le concert. Il était venu en concert pour l'album Nucléopatra. Et comme on était ultra potes, et puis moi j'avais un fanzine en plus à l'époque, donc je m'étais dit bah je ferais bien une interview, etc. J'avais beaucoup aimé l'album de Cléopatra, alors dans son style, hein, putassier, dance floor, machin, mais je le trouvais vraiment très réussi, très bon. Du coup, voilà, on avait... Putain, mais j'arrête pas de dire du coup, là, il va falloir que ça se calme. Hein. On avait passé une semaine à Paris avec lui, et un personnage très étrange, voilà. J'avais raconté cette anecdote du déjeuner Enfin, on était allé dans une pizzeria près des Halles, et il s'était mis à vomir sur Michael Jackson au sujet de ses opérations de chirurgie esthétique. Et là, je parle par contre, moi, cette semaine que j'ai passée avec lui, il était déjà passé sous le bistouri, et grandement, et on le reconnaissait plus, enfin, il était méconnaissable. Donc, c'était vraiment l'hôpital qui se fout de la charité, d'autant que, malheureusement pour lui, au moment où il se permettait ces remarques-là, enfin, nous, on s'était tous regardés un peu gênés, en se disant, bah, Michael, il est quand même beaucoup plus réussi que toi, enfin, tu as vu le visage que malheureusement tu as par la faute de la chirurgie, quoi. Donc bon, voilà, quelqu'un d'un un peu lunaire, un peu à part, pas très conscient toujours des réalités, visiblement, et en même temps très touchant. Je me souviens qu'il faisait plein de dessins, et voilà, il se foutait par terre, et il se mettait à dessiner, et il dessinait incroyablement bien, alors, franchement.
un talent de ouf. Et bref, et donc j'avais fait une interview, il m'avait dédicacé un exemplaire de mon fanzine où j'allais mettre l'interview. C'était super gentil, enfin avec moi il était super gentil, il a même été très très gentil, mais bon, voilà, ça s'était bien passé. Enfin, j'avais fait comprendre que bon, non. Mais et moi j'ai surtout aussi des très très bons souvenirs avec Steve Coy. Alors Steve Coy, c'était donc l'autre membre de Dead or Alive, hein, pour ceux qui ne sauraient pas trop, compositeur, enfin tout ça. Et lui, un mec très différent, humainement, beaucoup plus détendu, beaucoup plus rock'n'roll, quoi, qui était pote avec Tony James de Zig Zig Sputnik. Du coup, on avait parlé de plein de trucs. Il était excellent. J'avais eu un immense coup de cœur sur Steve Coy humainement. Et sinon, j'ai ressorti, parce que pour te dire, j'ai quand même, du coup, par la suite, eu pas mal de trucs. Donc Dead or Alive, Youthquake, que j'aime beaucoup. En fait, du coup, maintenant, il y a pas mal d'albums que j'apprécie énormément. Voilà, peut-être vous mettre comme ça plutôt. Reveal Up, donc assez spécial, mais très 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 cool. Hop, je vous les passe assez vite. Voilà. Et Nucléopatra, j'en avais 3 éditions, mais j'en ai donné une qui est très rare, qui était l'édition française d'ailleurs, à un ami qui, voilà, du coup, l'a gardé évidemment. Mais j'ai cet import là. Je crois que c'est devenu assez rare par la suite. Et où, chose super intéressante, ce sont pas les mêmes versions des chansons. C'est pas les mêmes mix du tout. Donc en fait, et d'ailleurs, les mix sont encore différents sur la version française. Donc t'as en fait 3 albums avec les mêmes chansons, à peu près. Je crois qu'il y a peut-être un petit changement sur une édition. Mais tu mets la chanson et tu dis putain, mais c'est pas du tout les mêmes arrangements, c'est complètement dingue. Donc ils avaient retravaillé les arrangements et parfois même le chant, hein, pour chaque édition. C'était absolument génial. Le top 5 de tes albums préférés de Michel Sardou. Oh, vous êtes content qu'un mec me pose des questions? Oui, si, bien sûr. Alors attention les gars, ça va piquer. J'ai sorti les vinyles, puisque ceux-là je les ai en CD mais également en vinyle. C'est quand même beaucoup plus drôle de montrer les vinyles. Mon préféré, comme vous le saurez sûrement, parce que j'en ai déjà parlé, c'est celui-ci. Alors, je précise que les albums de Sardou de cette période-là, en tout cas, n'ont pas de titre. Donc voilà, souvent on les nomme par l'année de leur sortie. Et alors celui-là, je l'adorais, donc ça, je l'avais eu gamin, hein, vraiment à sa sortie. Et j'adorais parce que quand tu ouvrais, t'avais la carte d'identité de Sardou. Et je trouvais ça complètement fou. Celui-là, c'est voilà, vraiment mon préféré. Ensuite, celui-ci qui est celui qui était sorti juste avant. C'est vraiment des... Voilà, les Gatefold. Voilà. Celui-là, il est génial, je l'adore, hein, j'assume totalement. Ensuite, celui-ci, il s'ouvre également. Hop. Et quatrième, voilà, le célèbre disque avec les lacs du Connemara. Alors bon, moi mes préférés c'est les autres, hein, comme souvent. En fait, c'est pas souvent les singles qui étaient sortis. C'est souvent les autres chansons que je trouve géniales mais qui sont moins connues du coup. Voilà, donc là ça fait 4. Ah ouais, si, il y en a un autre que j'aime aussi beaucoup. Donc il n'y a pas de titre non plus, hein, et qui est plus ancien. Je vous mettrai le visuel. Celui-là je l'aime, mais pas en vinyle. Voilà. Ah, vous êtes contents. Oui, vous avez tous pris des notes. Oui, pour aller écouter, c'est évident. Je me demandais, connaissant ton amour pour la littérature, si tu avais vu American Fiction avec Jeffrey Wright. J'ai perçu adoré la subtilité du scénar, les quelques petits effets de mise en scène bien sentis, et en plus Bret Easton Ellis est cité. Alors que demande le peuple? J'ai noté le truc parce que je ne l'ai pas vu. J'en avais entendu parler effectivement, mais je ne l'ai pas vu. Donc voilà, je vais corriger ça assez rapidement. As-tu vu le très beau et très fun Riddle of Fire de Weston Rosalie, sorti l'année dernière? Pour moi, une des itérations les plus fraîches et originales ces dernières années du canon des films d'aventure enfantins post-Goonies. Ouais, je l'ai vu, j'ai visiblement moins aimé que toi. C'est-à-dire que j'ai bien aimé, hein, mais ça m'a pas vraiment touché. Je sais pas pourquoi, j'ai pas trouvé que le film était particulièrement émouvant ou touchant. Je suis moins rentré dedans en fait, hein. Mais autour de moi, il y a des gens qui ont beaucoup aimé aussi. Je pense que tu as raison, c'est-à-dire que sur le fait que oui,
enfin dans les années récentes en tout cas, c'est une des, comment dire, des meilleures réussites quoi sur cet exercice-là. Alors si je compare à des trucs du genre Stranger Things, tout ça que moi je peux vraiment plus saquer quoi. Oui, c'est fabuleux. À propos de présence, ah oui le film, je suis curieux d'avoir ton avis sur A Ghost Story. Alors A Ghost Story, là encore, c'est un peu pareil, ça m'a pas touché. J'ai vu le bon film que c'est, quoi. J'ai perçu sa qualité, quoi. Mais l'adoration qu'ont des gens, c'est un film qui est devenu culte. Hein. Voilà, il y a des gens qui l'adorent et tout, quoi. Moi, non. Voilà, je l'ai vu une fois, par exemple, et j'ai aucune intention de le revoir. Tant pis pour moi. Mais c'est très bien, mais ça m'a pas parlé, quoi. Et d'ailleurs, dans le genre petit, c'est petit film quand même, hein, petit film très original sur un fantôme et oui, en lien avec Présence, par exemple, enfin, qui pourrait être dans la même catégorie. Mon coup de cœur à moi, c'est un film dont on parle jamais, personne ne connaît, à côté duquel A Ghost Story, c'est un Spielberg, au niveau de la popularité, je veux dire. C'est un film qui s'appelle I Am a Ghost. Ça, c'est un film qui m'a... oh la vache, bordel, il m'a retourné. Et je l'ai vu 2 fois. Et les 2 fois, enfin, la deuxième fois, vu que tu sais ce qui va se passer, etc., t'as un visionnage qui est pas du tout le même, évidemment. Il n'y a plus de découverte. Mais tu apprécies beaucoup mieux d'autres éléments, des éléments de réal, par exemple, surtout sur, comment dire, l'intrigue de ce film-là en particulier. Qu'on pourrait rapprocher d'ailleurs également, enfin avec tous ceux dont on parle depuis tout à l'heure, avec les autres, d'être comme ça. Si vous n'avez pas vu I Am a Ghost, et je pense que vous êtes nombreux à ne pas l'avoir vu, et que vous voulez tenter un très petit film, hein, budget microscopique, original et extrêmement réussi sur le thème du fantôme, je vous le recommande de ouf, mais de ouf. On le trouve en DVD, il est sûrement aussi trouvable sur mirage.com, des trucs comme ça, en cherchant un peu, parce que vraiment c'est un tout petit film. Et celui-ci, je me porte garant de sa qualité. Voilà. Moi, c'est vraiment mon préféré en termes de tout petit film. As-tu écouté le nouvel album de Lady Gaga? Ouais, une seule fois. Je n'avais pas eu le temps encore. Pour l'instant, grosse claque. Hein. D'autant que je suis pas dans une période où j'ai envie d'écouter Lady Gaga. C'est-à-dire que moi, je l'ai lancé en bossant et je me suis dit, bon, c'est pas curiosité, mais en fait, c'est pas le genre de musique que j'ai envie d'écouter actuellement. Là, on traverse tous des... Enfin, surtout quand on est fou de musique et qu'on en écoute tout le temps. On a des périodes où on va être à fond dans un style de musique, et voilà. Là, moi, ce que j'écoute en ce moment, c'est pas du tout le style Lady Gaga, donc je m'en fichais un petit peu. Et elle a quand même trouvé le moyen de m'impressionner énormément. Je vais le réécouter tranquillement cette semaine, mais je pressens un gros coup de cœur. Il y a plusieurs morceaux qui m'ont vraiment qui m'ont marqué quoi. Il y en a un qui est très influencé Prince, période parade, peut-être même encore Sign of the Times, mais influencé intelligemment. C'est-à-dire que quand t'as aimé Prince de ces années-là, ah putain, quel régal, la chanson qu'il a. Et il y a aussi Perfect Celebrity, qui est new wave, agressive et tout. J'ai appris récemment que elle s'était inspirée de Never Enough de Cure pour les arrangements de cette chanson. Et avec le recul, ouais, ok, je vois de quoi elle parle. Immense réussite. Il y en a 2-3 autres qui m'ont vraiment marqué au point que je me dise putain faut que celle-là elle s'appelle comment, elle est trop bien et tout. Et puis bon forcément il y en a une ou deux où j'ai pas du tout accroché parce que c'est pas du tout ce que j'ai envie d'écouter en ce moment. Et ça concerne les chansons lentes, les slow, les machins, enfin les ballades, les trucs comme ça qu'il y a sur l'album de Lady Gaga. Il y en a 2 au moins. Là, je les ai même pas. J'ai vu que c'était pas pleurnichard, mais j'ai vu que ça commençait. Voilà, petit piano, elle en mode vocalise et tout. Et je me suis dit, ah, ça me saoule. Donc, je l'ai pas écouté. Ça se trouve, c'est bien, hein, mais c'est pas du tout ce que j'ai envie d'écouter. Mais le reste est assez agressif. Je retrouve la Lady Gaga que moi j'ai beaucoup aimé à ses tout débuts, où elle était vraiment dans une démarche artistique offensive, dance floor, mais vraiment bien bourrin, quoi. Alors du coup, je pense qu'elle va perdre des fans, parce qu'il y en a qui vont se dire c'est pas ma cam, moi je préférais Lady Gaga qui fait de la country, qui fait du jazz intello, qui est machin. Ouais, eux ils vont, ouais, ça va pas le faire. Te rappelles-tu des Boom ou Aniv en groupe de copains-copines quand tu étais gosse? En as-tu organisé? Quels souvenirs en gardes-tu? Aucun. Je n'ai, mais c'est la vérité, hein, jamais, mais jamais été à une Boom. J'allais à des anniversaires, remarque, tu dis ou Aniv, en groupe de copains.
Ouais, alors les booms, non, on oublie, ça n'a jamais eu lieu. Voilà, tout simplement, je n'ai aucun souvenir parce que, franchement, j'avais pas de pote qui organisait des booms, ça c'est clair. J'aurais pu aller à une ou deux dans des conditions particulières quand j'étais vers 12 ans, 11, 12, 13 peut-être. Mais je suis pas allé. Il y en a une seule où j'étais obligé d'y aller parce que c'était lors d'un séjour linguistique en Angleterre et où il y avait une immense boom à la fin du séjour. Et où on était tous obligés d'y aller. Donc j'étais allé, je buvais, je mangeais des gâteaux et la musique me plaisait pas de toute façon. Et puis c'est genre pour que je danse avec une nana, mais lol. Je précise qu'en plus ça c'est encore les années où j'avais vraiment aucun succès avec les filles. Donc voilà, moi je peux pas dire que j'étais un enfant ou un jeune ado qui avait des succès en termes de drague ou de enfin je draguais pas, ça c'est sûr, mais je draguais pas parce que je voyais, en fait j'étais suffisamment intelligent pour percevoir que je ne plaisais à aucune fille. Vraiment. Voilà. Du coup je ne tentais pas ma chance ni rien du tout, j'en faisais mon deuil quoi, en espérant que ça change plus tard quoi. Et sinon ouais les annives c'est quand même assez rare, mais j'ai deux trois annives ouais dont je me souviens avec émotion parce que c'était vraiment des bandes de très bons copains. Les annives ça permettait de découvrir les parents parce qu'on allait chez lui du coup et on découvrait les parents voilà autrement que genre quand ils venaient chercher à l'école quand on était plus petit encore tu vois par exemple. Mais donc j'ai quelque chose de souvenir parce que on allait dans la chambre, on regardait les jouets, oh, putain t'as ça et tout, c'était drôle. Je me souviens d'un anniv où c'était chez comment il s'appelait Jérôme Lioré, je crois. Jérôme Lioré. Et on était allé à son anniv, d'ailleurs avec Tony. Tony, si tu regardes cette vidéo, peut-être tu t'en souviendras. Et à un moment, ses parents s'en vont, ils nous laissent. On était quand même une dizaine de gamins, voire même un peu plus. Donc c'est un gros anniv avec, voilà, il y a des gâteaux, des boîtes, enfin voilà, anniversaire quoi. Et il nous dit, vous voulez voir un truc? Et il nous emmène dans le salon. Et à côté du canapé, t'avais une espèce de meuble avec plein de magazines, des revues et tout. Hein. Je parle d'un temps où les gens achetaient de la presse, hein, du support papier de revues. Alors vu avec le nouveau sigle là qu'ils ont changé, là, déjà que les gens n'achetaient plus de journaux et plus de magazines. Hein. Quand tu regardes les chiffres, c'est catastrophique. Ils ont dit, on en vend encore trop. Je pense que l'enseigne est trop visible. L'enseigne presse là, on va modifier le logo pour que personne ne voit de loin. Bref, bravo les gars, extrêmement réussi. Et bref, il nous sort les magazines et il y avait une sorte de cache, enfin voilà, et bref. Et dans la cache, t'avais des Playboy, des Penthouse, des trucs comme ça. De son père donc. Et il dit, regardez, regardez, et on commence à ouvrir les trucs avec toutes les images de nana à poil et tout, quoi. Alors il y avait quelques filles qui avaient été invitées à l'anniversaire, vous imaginez leur tête. Enfin c'était drôle. On se marrait bien. Bref, donc voilà, c'est le seul souvenir un peu cringe, peut-être pour certains qui écoutent, mais c'est très bon enfant, évidemment. As-tu lu Ira Levin, un bébé pour Rosemary Silver, les femmes de Stanford? Ouais, j'en ai lu. Alors, Rosemary, je les ai lus, il y en a deux. Hein. J'ai beaucoup aimé. Les autres, non. Les femmes de Stanford, c'est très connu. Je crois que j'ai vu, ça a été adapté, ça. Je suis pas un expert, hein. Non, j'ai pas... Tu vois, j'en ai lu que deux. Es-tu plutôt Huey Lewis and the News ou Genesis, comme dirait Pat Bateman? La compilation de Huey Lewis est un bijou avec leurs clips délirants. Ah ouais, les clips de Huey Lewis dans les années 80, c'était génial. J'aimais beaucoup. J'en avais pas. Mon père écoutait Huey Lewis and the News et en fait, ça faisait partie des disques où quand il les mettait, j'étais content parce que je me disais, ouais, il met un truc que j'aime, que j'aime bien. Par contre, j'avais pas acheté de disque. Tu vois, j'ai jamais acheté de disque. J'ai même jamais acheté la BO de Retour vers le futur, donc en fait j'ai même vraiment jamais eu de disque où il y avait You Listen the News, et pourtant ça fait partie typiquement des artistes où si on me faisait écouter un best-of, je sais très bien que, je sais en fait, que d'abord je connaîtrais toutes les chansons, et je les kifferais quasi toutes, parce que c'était vraiment vraiment excellent. Genesis, j'aime énormément de chansons également. Je rappelle que je fais partie de la secte des sales personnes qui admirent sincèrement et sérieusement Phil Collins et qui trouvent que sa carrière solo, ça dégouline de chefs-d'œuvre. Voilà. Donc Genesis, pareil, hein, jamais été fan, jamais acheté d'album, mais quand j'entendais des chansons de Genesis, quand je voyais des clips de Genesis, non mais c'était trop fort quoi, les mecs étaient trop forts, c'était trop bien. Donc c'est deux groupes que j'aime énormément sans avoir été fan d'aucun des deux, mais où je peux écouter leurs chansons des heures durant sans souffrir du tout. Voilà. Mais j'aurais du mal à les départager.
Peut-être un tout petit faible pour Huey Lewis, parce que si tu me dis vraiment Genesis, moi je suis beaucoup plus sensible aux chansons qu'a fait Phil Collins en solo, plutôt que du temps de Genesis. Tu préfères I'll Be There For You de Bon Jovi ou I'll Be There For You des Rembrandts de Bon Jovi? J'aime pas du tout les Rembrandts, et I'll Be There For You, c'est vraiment la balade dégoulinante, mielleuse et tout, à la Bon Jovi, pure sauce, mais très bien, enfin très bien faite, quoi. Du coup, elle est très efficace, je trouve. Très bonne chanson. Parmi tous ces groupes et artistes canadiens qui ont animé les années 80 et le début des années 90, y en a-t-il qui te touchent? Bryan Adams, Rush, April Wine, Honeymoon Suite, Triumph, Loverboy, Helix, Alan Miles, Jeff Healey. Alors Honeymoon Suite, si vous avez vu ma vidéo sur le heavy metal et moi, j'aimais beaucoup. J'ai 3 albums de Honeymoon Suite. Hard FM, très gentillet, enfin très radio-friendly comme on dit, avec quelques super compos. Voilà, moi j'aimais vraiment bien. Bryan Adams, il y a cet album Into the Fire, je crois, que j'adore. C'est le seul que j'ai de lui, mais celui-là je l'ai, hein. Et c'est une tuerie. Une tuerie de ouf. Donc moi, Bryan Adams avec ses gros slows interminables, quand t'es des tubes planétaires, donc je ferme ma gueule, hein, je dis pas que c'est pas bien. Mais moi, j'aimais pas du tout. Mais quand il était rock, waouh, c'était vraiment balèze. Et une fois de plus, voilà, sur ce vieux disque, il y a tellement de bonnes chansons. Les autres, non, Rush, j'avais tenté, mais j'ai pas accroché. Triumph, j'ai un album de celui où il y a Never Say Never, là, que j'adore, mais c'est le seul que j'ai d'eux. Helix, j'ai jamais aimé. Alana Miles non plus. Elle avait fait son tube, là, Velvet, je sais plus quoi, là, mais j'aimais pas. Non, c'était pas ma cam du tout. Loverboy, il y avait eu ce tube aussi, Notorious, coécrit par John Bon Jovi d'ailleurs, puisqu'on en parlait tout à l'heure, que j'aimais bien, mais pas sans plus, quoi. Qui a cartonné, en tout cas aux États-Unis à l'époque. Mais sinon, Loverboy, non, j'étais pas fan non plus. Penses-tu qu'une série axée sur la rédemption de Rastapopoulos, pardon, j'avais pas à croire ce que je disais, le plus gros méchant dans Tintin, ouais, pourrait marcher? Non, parce que ce serait un spin-off, moi j'en ai marre, les spin-offs de quoi que ce soit. Mais je suis étonné que personne n'y ait pensé. Enfin, après Tintin, je crois que c'est bien protégé quand même. Faut pas faire ce que c'est pas comme James Bond désormais. Que penses-tu en gros de la carrière des Grateful Dead? Voilà un groupe que je connais de nom et j'ai écouté à une époque, mais c'était pas mon truc du tout. Principalement à cause des arrangements, hein, une fois de plus. Hein, on en a déjà parlé, mais c'est super intéressant. C'est comme quelqu'un qui dirait les trop vieux films, j'ai vraiment du mal par rapport, bah, je sais pas. Après, c'est moins flagrant pour moi parce que quelqu'un qui me dirait j'aime pas les films en noir et blanc, je dirais putain, t'abuses. Parce que ça influence pas vraiment sur ce que dit le film, la réal, enfin ce que tu vois, etc. C'est juste qu'il n'y a pas de couleur, quoi. C'est pas. Alors que les arrangements, tu peux tout faire avec les arrangements. Tu peux transformer une chanson, mais totalement avec les arrangements. Et il y a des groupes comme ça, souvent assez anciens, donc où j'aime pas, mais c'est pas tellement que la chanson me déplaît, c'est que les sonorités, j'aime pas du tout. Donc voilà, c'est une question de... On peut rien y faire. Et Grateful Dead, j'avais écouté un petit peu à une époque pour... c'était comme, il y avait aussi Lynyrd Skynyrd, des trucs comme ça. Et bon, Grateful Dead, je me souviens que vraiment, non, j'aimais pas les sons, du tout. Les chansons avaient l'air bien, hein, mais du coup, comme t'aimes pas les arrangements, tu peux pas l'écouter. Je vois que tu adores Kingdom Come. Alors, non, adore, c'est exagéré. Mais c'est vrai que j'ai 2 disques que je trouve très bons. Mais il y a tellement de groupes de hard que j'aime que je peux pas dire que je les adore tous. Sinon, qu'est-ce que je vais dire sur Dokken, tu vois? Excuse-moi, alors, je vois que tu adores Kingdom Come, mais connais-tu le premier groupe de Lenny Wolf, Stone Fury? Alors non, à l'époque je connaissais pas du tout, hein. Pendant très longtemps j'en avais aucune idée, puis j'ai vu un article, je sais pas quoi, où ils en parlaient, du coup j'ai fouiné, j'ai trouvé, j'ai écouté un peu et je trouvais que c'était vraiment moins bien, quoi. Vraiment moins bien que les débuts de Kingdom Come. Que penses-tu des groupes... Putain, mais il y a plein de questions musicales. Que penses-tu des groupes hard FM de maintenant? Dynasty, Hit, Eclipse, New Horizon, Wet, etc. Ouais, d'ailleurs, il y en a un là, qui vient de sortir un disque et sur les sites où je traîne, ils en parlent pas mal là. Putain, merde, j'ai oublié, je vous mettrai la pochette. Et j'ai écouté et j'aime pas. Eh ben, j'en aime pas. Je les ai écoutés, hein, les groupes que tu cites, et il y en a aucun qui m'accroche. Hit... j'avais un peu insisté, mais non, je trouve pas les compos très bonnes. Enfin, c'est pas... Putain, il y a ce groupe que j'avais bien aimé, Reckless Love, ou un truc comme ça.
il y avait un ou deux disques que je trouvais très bons et que j'ai kiffé. Et c'est des groupes, mais je crois qu'ils ont splitté. Je crois qu'ils font plus rien. Mais non, sinon il n'y a pas de groupe de hard FM actuel dont je sois fan, malheureusement. Le seul groupe de hard en activité et pas vieux, quoi, que j'adore, dont je suis ultra fan, c'est Ghost. Mais c'est vraiment c'est le seul. Connais-tu la chanteuse Lee Aaron et le groupe China Crisis? Alors Lee Aaron, oui. J'avais un petit peu écouté à une époque, mais j'avais pas accroché. Donc voilà. Et China Crisis, je connais pas. Je connais le groupe China, le groupe de heavy metal, je veux dire, hein, un peu FM et tout, mais que j'aime pas du tout. Qui a pas cartonné. Hein. Et celui-là, j'en ai jamais entendu parler de ma vie. China Crisis, faudrait que j'aille jeter une oreille. En parlant de groupes qui auraient pu percer, Theodore Paul and Gabriel, trio féminin, groupe de pop français très sympa des années 2000. C'est tellement mieux produit que toutes les daubes qui passent à la radio ou Florence and the Machine. J'ai écouté, je connaissais pas du tout. J'ai écouté 3-4 morceaux, c'est pas mon rayon, quoi, c'est pas ma cam, mais putain, en effet, c'était excellent. Merci, parce que c'est une découverte, comment dire, que j'aurais vraiment pas fait par moi-même. Je suis entièrement d'accord avec toi, c'est incroyablement bien produit, le chant, tout, enfin, il y a rien qui merde, quoi, effectivement. Il y a un morceau de rock celtique plutôt sympa que l'on n'entend jamais au cinéma, et qui le mériterait. J'aurais bien imaginé ça dans Les Infiltrés de Scorsese par exemple, ou un film ou une série sur la mafia, ça s'appelle Vagabond du groupe New Model Army. Je te le conseille. New Model Army, je connaissais parce que j'avais un pote qui était fan et j'aimais rien. Mais parce que voilà, en musique, bah c'est comme ça, quoi. Par contre, j'entendais que niveau compo, ligne mélodique, c'était ultra catchy. Vagabonds par exemple, ouais, je la connais, cette chanson. C'est très bon, c'est fait vraiment partie des trucs où tu te dis c'est la magie de l'art. C'est comme parfois tu vas voir un film, tu vas dire ce film est extrêmement réussi, mais il ne m'a pas séduit, il ne m'a pas parlé comme dirait Samir. Et voilà. Donc comme New Model Army, il n'y a aucune chanson qui me touche, que j'aime. Par contre, c'est pas de la merde, quoi, c'est clair. Et c'est vrai que New Model Army, on n'en parle jamais. Enfin, ça a quand même été un grand groupe à une époque, quoi. C'est un peu étonnant, je ne sais pas pourquoi. Il est un peu aux oubliettes, je pense qu'un jeune, il connaît pas du tout, quoi. Que penses-tu du groupe Princess Goes, dont fait partie Michael C. Hall, donc de Dexter? Bah ça pareil, un peu pareil, c'est sympa, hein. C'est sympa, mais j'aime pas. Enfin ça, voilà. Après je suis ravi qu'il se fasse plaisir et tout. Je trouve ça vachement cool, quoi. Mais ça me parle pas personnellement. J'ai vu à la télé des pubs où Gérard Darmon et Eric Cantona étaient tenanciers de bistrot. Toi qui es informé de tellement de choses, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Pourrais-tu me préciser si la carrière de ces deux personnes publiques est devenue tellement merdique qu'ils ont été obligés de changer de taf? Alors changer de taf, ça m'étonnerait. Ce qui est sûr, c'est que s'ils ont fait une pub, je sais pas c'est pourquoi, tu me le dis pas en plus. Et moi je rappelle que j'ai pas de télé, j'ai plus de télé depuis plus de 15 ans. Donc et sur internet les pubs c'est pas les mêmes. Donc je n'avais jamais vu ça, mais oui c'est clairement pour le pognon et ça sous-entend qu'ils en gagnent plus autant qu'ils aimeraient par les films. Après Gérard Darmon et Eric Cantona. Bah, c'est vraiment deux acteurs, enfin, je suis pas fan du tout. Enfin, Cantona, je l'ai beaucoup aimé dans certains films quand même, hein. Il m'a pas mal impressionné. Je pense que je préférerais Cantona à Gérard Darmon en tant qu'acteur, je veux dire, hein, très franchement. Où en es-tu chez Stephen King? As-tu lu Holly? Si oui, un avis. Non, je n'ai pas lu Holly. J'avoue que toute cette saga là, avec cette nana détective, tout ça, ça me pète les... Voilà, donc moi, c'est les thrillers comme ça, c'est sympatoche, mais là, c'est vraiment du roman de gare. Putain, je vais me prendre des sauts de merde pour avoir osé dire ça, mais moi, je préfère le Stephen King un peu méchant, quoi, vraiment avec... Alors après, on va me dire, ouais, enfin, Mister Mercedes, tout ça, c'était quand même bien méchant, et oui. Le premier, j'ai adoré. J'avais lu les trois, hein, quand même. Hein. J'avais adoré d'ailleurs les carnets noirs, je sais plus quoi là. Enfin, qui était un peu à part, hein, du coup, dans le récit. Là, au lit, je le lirai sûrement, mais je suis pas pressé, tu vois. Et il y en a d'autres que j'ai pas lus. Comme je disais la dernière fois, il y a les 4 derniers Stephen King, je les ai pas lus. Donc, j'ai du retard. Et là, il a sorti... Voilà, moi, par exemple, je préfère vachement le nouveau, là, qui vient de sortir ces jours-ci. Noir, je sais plus quoi, là. Qui est un recueil de nouvelles. Parce qu'en nouvelles, il défonce. C'est le boss, quoi. Ouais, ça fait 20 ans que, quand même, à quelques très rares exceptions près,
Ce que je préfère chez lui, c'est ses recueils de nouvelles, parce que je trouve que c'est beaucoup plus percutant que ses longs romans, etc. Dernièrement, quoi. Un avis sur la nouvelle chanteuse de Linkin Park. On m'avait posé cette question quand il y avait eu la révélation avec le single, etc. Et surtout que ça a cartonné, quoi. Et je vais te répéter ce que j'avais dit à l'époque, c'est que moi, Linkin Park, jamais été fan. C'est un peu comme Limp Bizkit, tout ça. C'était des groupes que j'écoutais pas parce que ça me parlait pas. Donc voilà, moi j'ai vu ça, je me suis dit, bon, je me sentais pas trop concerné, quoi. Et par contre, comme je suis hyper curieux, je suis allé écouter. Et comme je l'avais dit à l'époque, la chanteuse, elle tabasse, mais sévère, quoi. La voix qu'elle a, cette meuf, c'est impressionnant. Donc je suis ravi, enfin je trouve qu'ils ont fait un smart move, comme on dit, quoi. J'imagine qu'ils vont la garder, voilà, que c'est pas juste un one-shot pour un album, mais vu le succès en plus, enfin, il me semble que l'album fonctionne bien, qu'ils ont eu de super bons retours, donc c'est un changement gagnant, enfin, j'ai envie de dire. Team L'espion qui m'aimait ou Rien que pour vos yeux. Ah, j'adore tellement ces deux films, mec, c'est impossible. En fait, ces deux films-là, je les adore, et ces deux films-là, pour moi en tout cas, ils ont chacun leur scène culte, où je peux pas en sacrifier un pour l'autre, tu vois. Peut-être Rien pour vos yeux quand même. Mais L'espion qui m'aimait, c'est génial. Ça fait partie de mes préférés de l'ère Moore, qui est une de mes aires préférées, enfin, voire même ma préférée. Voilà, pour vous dire. Après, j'aime beaucoup aussi les Sean Connery, tout ça. Mais et puis, même par la suite, il y en a eu aussi que j'ai aimé. Le Bond de Roger Moore, c'était tellement incroyable. Et c'était la dernière question sélectionnée, donc je vais m'arrêter là. J'espère que vous allez bien et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.